Bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, jeudi 5 mars 2020. Voici les titres de votre journal. Nous parlerons des conséquences économiques du coronavirus dans les Deux-Savoie avec Patrick Lucotte, délégué général du MEDEF de Haute-Savoie. Interview à suivre en début de journal. Et puis une nouvelle page sur les élections municipales. Coup de projecteur sur la ville de Moutier. Comment reconnecter les habitants des quartiers isolés au centre-ville de la commune. Julie Ségala a donné la parole aux candidats. Reportage en fin de journal. De nombreux événements sont annulés ou repoussés à cause du Covid-19. Glisse en chœur au Grand Bornand, le festival Rock the Piste à Morzine, Châtel, Avoria et Léger, ainsi que le festival Snowbox d'Avoria. Des événements donc annulés, des rassemblements reportés. La Caisse d'allocation familiale de Haute-Savoie demande à ses usagers de limiter leurs déplacements dans les points d'accueil. Toutes ces mesures de prévention ont un impact sur la vie des habitants des Deux-Savoie. Les entreprises sont également touchées. Pour en parler, Patrick Lucotte, délégué général du MEDEF. Première question, comment se portent nos entreprises en ce moment ? Alors les entreprises, peut-être déjà en fin d'année 2019, avaient senti une conjoncture un peu moins bonne sur la deuxième partie de l'année. Et ce début d'année, les entreprises sont très perturbées par ce qui arrive avec ce début d'épidémie, parce que ça désorganise énormément le fonctionnement de l'entreprise, qu'un certain nombre de salariés se posent beaucoup de questions, que même si aujourd'hui c'est relativement concentré sur la Balme, il y a beaucoup de gens qui habitent la Balme et qui travaillent dans beaucoup d'entreprises tout autour. Et donc, c'est très compliqué pour faire fonctionner les entreprises. Alors, on pense aux entreprises, on pense aussi aux commerçants, vous l'avez dit, de la Balme de Sillingy, à des entreprises plus grandes qui ont des marchés à l'international également. Voilà, et puis on pense aussi au secteur du tourisme, avec toute la publicité qui est faite autour de ça. Il y a beaucoup de touristes qui décalent un peu leur venue. Je pense que vous avez fait des reportages à Chamonix où les réservations d'hôtels ont chuté formidablement. Toute la population, entre guillemets, asiatique, qui dépense beaucoup dans les stations, ne vient pas. Et puis à terme, c'est aussi une des difficultés qu'on se pose, qu'on imagine dans les quelques semaines qui vont venir. On a beaucoup de produits qui viennent de Chine, de Corée, de tous ces pays asiatiques. On n'a pas trop souffert pour l'instant de rupture d'approvisionnement parce que les marchandises étaient transportées par bateau, elles étaient dans les conteneurs. Mais sauf que la Chine n'a repris son activité de production à 30 ou 50% qu'il y a une quinzaine de jours. Et donc on s'attend à des difficultés d'approvisionnement et d'avoir des chaînes de production qui soient obligées de s'arrêter à certains moments parce qu'il manquera une pièce de 15 euros ou 20 euros. Donc ça pose des vrais problèmes fondamentaux d'ailleurs à terme, d'avoir des sources d'approvisionnement plus larges et puis peut-être d'avoir des sources d'approvisionnement aussi plus proches dans certains cas pour savoir répondre à ces menaces qu'il peut y avoir maintenant. Est-ce qu'on peut déjà chiffrer des pertes ? C'est très difficile au niveau national. On dit que ça va coûter 0,2, 0,3, 0,4 points de croissance en moins par rapport à ce qui était prévu. Mais aujourd'hui, je crois que c'est impossible parce que personne n'est capable de dire à quel moment ça va s'arrêter. Alors, y a-t-il une augmentation du nombre d'employés en télétravail, comme le recommande le ministère de la Santé en Savoie et ou en Haute-Savoie ? Alors oui, bien sûr, il y a une augmentation, mais le télétravail ne répond pas à toutes les questions parce que quand vous êtes dans une chaîne de production, c'est difficile de faire du télétravail, il faut être sur place. Donc ce n'est pas la solution à toutes les difficultés. Je pense que dans chaque entreprise, on essaye de trouver de façon très pragmatique, je veux dire, la meilleure solution pour permettre aux gens de rester chez eux, de venir à des heures décalées, etc. Enfin, mais le télétravail ne règle pas tout. Alors, dans un communiqué de presse, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a annoncé ce jeudi que des aides seraient apportées aux acteurs économiques. Par exemple, des reports d'échéances sociales ou fiscales, le financement des salariés par un chômage partiel. Faut-il que ces aides soient généralisées à toutes les entreprises qui peuvent être directement ou indirectement touchées par le Covid-19 ? Alors, ces aides sont classiques, entre guillemets, quand il y a même des difficultés économiques sans avoir une crise sanitaire comme aujourd'hui. Les reports d'échéances se font naturellement. Et même quand une entreprise toute seule, je veux dire, a des difficultés, les services de l'État sont toujours très, très compréhensifs pour avoir des reports d'échéance. Ça se fait très facilement. Quant à l'activité partielle, le préfet, mardi, avait fait une réunion et a été très clair avec les services de l'État pour dire que
ce qu'on appelait la direction de l'emploi, du travail de l'emploi, sera très attentive pour permettre aux entreprises d'avoir des activités partielles. Enfin, maintenant, on parle d'activités partielles et non pas de chômage partiel, pour permettre aux entreprises et aux salariés en particulier d'être indemnisés très rapidement. Vous le voulez plutôt rassurant? Oui, plutôt rassurant parce que la crise est suffisamment grave pour ne pas en rajouter. À un moment ou à un autre, je veux dire, on va juguler cette crise qui est juste incroyable. Hein. On ne s'attendait pas à ça, personne ne s'y attendait. Les services de l'État sont en train de prendre les bonnes mesures. Puis à un moment, ça va s'arrêter, quoi. Enfin bon, et il faudra bien que les entreprises redémarrent. Mais la difficulté qu'on se pressent dans les quelques semaines à venir, c'est l'approvisionnement qui vient du sud-est asiatique essentiellement. Alors un mot très rapidement sur l'annulation et le possible report du CIMODEC. Oui, alors le CIMODEC, bien heureusement, a été annulé parce qu'on était, nous, exposants au CIMODEC. La plupart des exposants disaient qu'ils ne savaient pas s'ils allaient venir, ils ne savaient pas s'ils allaient mettre du personnel, on ne savait pas s'il y aurait des visiteurs. Et puis dernière chose, on avait une grosse opération avec plus d'1 millier de lycéens et de collégiens. Et nous, on n'allait pas prendre la responsabilité de faire venir 1 millier de collégiens. L'éducation nationale non plus n'aurait pas pris cette responsabilité-là. Donc je pense que la sagesse a prévalu pour annuler le CIMODEC et le reporter. À quelle date, j'en sais rien, parce qu'après, il y a des problèmes de calendrier. Oui, mais il faut aussi savoir à quel moment on va sortir de cette crise sanitaire. Est-ce qu'il faut le reporter de 6 mois ou peut-être d'1 an, carrément de le refaire en février l'année prochaine? C'est aux organisateurs de voir, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour fixer une date. Merci beaucoup Patrick Lucotte pour toutes ces précisions. Je vous laisse regagner Je vous en la prie, régie. merci à vous. Les écoliers et étudiants de Haute-Savoie retrouveront leur salle de classe le 9 mars prochain, date de la rentrée. Le préfet du département et la rectrice de l'Académie de Grenoble l'ont annoncé ce jeudi. Seules les écoles et la maison familiale de la Balme de Sillingy resteront fermées jusqu'au 15 mars. Il est demandé au directeur de mettre en place un suivi pédagogique pour les élèves qui ne peuvent pas se rendre en cours. Le Covid-19 a également des conséquences sur le dépouillement des futures élections communales genevoises. Le Conseil d'État a décidé de restreindre l'accès à une e-mail uniquement aux jurés. Ni public ni médias ne seront autorisés à pénétrer dans le bâtiment le 15 mars prochain pour le premier tour des élections. La chancellerie a assuré qu'elle communiquera les résultats sur le site ge.ch et sur son compte Twitter le jour même. Plus de 90 personnes sont contaminées en Suisse. Une femme de 74 ans est décédée ce jeudi à Lausanne du Covid-19. Et les élections municipales en France ne seront pas reportées, a annoncé le gouvernement. Nous continuons alors de vous présenter les candidats de vos communes. Coup d'œil ce soir sur la ville de Moutier. Julie Ségala a rencontré les têtes de liste à la mairie. Reportage. Amateurs de ski, si vous dévalez les pistes de Courchevel, Méribel, Les Minuires ou encore Val Thorens, vous êtes forcément passé par Moutier. Mais l'avez-vous au moins regardé ? Étiquetée ville de transit par excellence, cette petite commune de 3500 habitants tente depuis quelques années de s'offrir une nouvelle image plutôt colorée grâce au street art. Mais dur de se défaire de cette image de village montagne enclavé, surtout quand certains de ses habitants ont eux-mêmes l'impression d'être isolés dans leur propre quartier. Alors comment les redynamiser et surtout les reconnecter au centre-ville? Nous avons posé la question aux candidats. Notre liste Moutier pour tous a des propositions afin de reconnecter et redynamiser les quartiers isolés tels que La Chaudane, Champoulet, Montgalgan du centre de notre ville. Pour cela, il faut faire un effort important sur la réfection de la voirie et l'aménagement des chemins piétons. Mettre en place une navette communale à énergie propre avec une rotation régulière, tenir une permanence municipale de proximité. Le quartier de Montgalgan doit être redynamisé en logement, transport et services. Pour La Chaudane, afin de permettre à sa population un accès piéton sécurisé avec le centre-ville, réhabiliter la passerelle SNCF. Enfin, pour donner une vie culturelle à ces quartiers, mettre à disposition des habitants un espace associatif. Deux aspects sont à distinguer. Un premier aspect qui est lié aux mobilités, c'est précisément à La Chaudane ce que nous avons initié avec la passerelle au-dessus des voies ferrées qui doit permettre de reconnecter les deux. Chantier bien avancé au cours du mandat qui se termine et qui doit être prolongé désormais dans les mois qui viennent.
Sur le secteur de Kermos-Belvédère, nous avons mis en place un système de navettes le mardi et le vendredi dans le cadre d'un transport à la demande. Il conviendra de densifier sur les autres jours pour lui donner un meilleur succès et puis sans doute de le faire évoluer aussi avec le projet d'hydrogène qui permettra d'avoir des mobilités décarbonées. Et puis deuxième aspect, il s'agit de la communication finalement entre ces différents secteurs de la ville. Et là, les mairies mobiles que nous avons initiées au cours du mandat écoulé devront être développées. Ce sont en général des grands moments d'échanges qui sont permis avec la population. Aux dernières élections de 2014, c'est Fabrice Pankouk, tête de liste d'hiver droite, qui l'avait emporté au second tour avec 40,64% des voix dans une triangulaire. Plus de 1500 élèves franchissent chaque jour le passage à niveau numéro 49 sur la commune de Villagrand pour se rendre en classe. Fin d'année 2019, des parents d'élèves se sont mobilisés pour faire sécuriser ce passage jugé dangereux. La SNCF Réseau et les principales collectivités concernées ont acté un plan de financement de 200 000 € pour la sécurisation du passage. Reportage et explication de Jean-Paul Crespi. Ils sont plus de 1500 élèves et collégiens à franchir chaque jour ce passage à niveau, parfois dans la cohue. Face à cette situation, les parents d'élèves de l'établissement scolaire Saint-François se sont largement mobilisés en fin d'année 2019 pour que la dangerosité du passage à niveau situé à proximité des arrêts de bus des élèves soit démontrée. Aujourd'hui, après des années d'incertitude, un comité de pilotage réunissant SNCF Réseau et les principales collectivités concernées par ce projet, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont acté un financement de 200 000 € pour la réalisation des études préalables et nécessaires à la réalisation des travaux. C'est un bon premier pas, oui, positif. Au moins, ça permet de faire avancer les choses et ça permet aussi de passer à autre chose, voir un petit peu quand est-ce que cette réalisation elle va être faite. Ce sont justement les points qui restent à éclaircir sur les dates d'avancement de projet. Ça peut se faire sur les 3 ans à venir. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous espérons. Après, c'est selon les études, on verra bien. En fin d'année 2019, l'arrivée du Léman Express a fait croître significativement le nombre de trains quotidiens et l'inquiétude des riverains et des parents d'élèves de l'école, collège et lycée Saint-François. Les premières mesures de sécurisation d'urgence ont été réalisées autour du passage à niveau pour limiter sa dangerosité. Notre question était toujours pourquoi ce projet de suppression de ce passage à niveau n'a pas été pris en compte avec d'autres projets à côté. Mais maintenant, oui. Grâce à la mobilisation, je le dis, je le répète, grâce à la mobilisation des parents d'élèves, que ça a été pris en compte, oui. Les études seront relancées en mars prochain. Elles étaient au point mort depuis 2017. Et le PN 49 devrait disparaître ces prochaines années. Une obligation, un enjeu de sécurité, bien que ce passage à niveau ne figure pas au programme de sécurisation nationale des passages à niveau établi à ce jour par l'État. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19 h pour le débat spécial élection municipale à Aix-les-Bains. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.